Bonsoir, bienvenue à l'école d'architecture de Strasbourg. On est très content d'accueillir ce soir Julien Belair sur une proposition de Guillaume Chrisman. En gros, c'est deux anciens étudiants de l'ENSAS qui sont là ce soir, et deux anciens qui pratiquent l'architecture et l'architecture engagée. Et cette conférence intervient dans le cadre du cycle Alter Architecture, porté et coordonné par Barbara Morovic, enseignante à l'ENSAS. Hier, on a eu Patrick Bouchain, ce soir Julien Belair, et mardi prochain, les Saprofites. Donc on vous conseille de venir aussi mardi soir pour assister à cette troisième et dernière conférence du cycle. Guillaume. Oui, alors effectivement, il m'appartient le plaisir de faire la petite biographie introductive de Julien. Déjà, merci Julien d'avoir accepté cette invitation, effectivement dans le cadre du cycle Alter Architecture que Barbara organise. Cycle, comme tu viens de le rappeler, Fred, qui a été ouvert donc par Patrick Bouchain hier soir et avec les Saprofites le 17. C'est une petite histoire de cercle en fait, hein. C'est le cercle vertueux des gens qui se rencontrent, puisque Bouchain a été ton directeur de diplôme, Julien, et peut-être que tu en parleras sur certains projets avec lesquels tu as bossé avec lui. Et puis Claire des Saprofites, je ne sais pas si c'est Claire qui viendra faire la présentation, c'est aussi Claire, et qui faisait partie de notre promotion quand nous sommes rentrés à l'école d'architecture en 98 à Strasbourg. Donc Julien, tu as commencé tes études dans cette école, pas dans cet amphi. Tu m'as même dit que ça te faisait bizarre de revenir à Strasbourg. Pas dans cet amphi, puisqu'on était à l'époque dans l'amphi d'à côté, dans l'amphi que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ensuite, tu es parti à Delft, et puis à l'école de la Villette, où tu as passé ton diplôme. Aujourd'hui, tu es un architecte, avec une très riche expérience, reconnu pour son engagement, d'où le titre de la conférence de ce soir, un architecte engagé. Engagé, pourquoi ? Parce que justement, le rôle sociétal de l'architecte prend tout son sens dans ton travail. L'architecte a toujours eu ce rôle d'engagement sociétal. Certains disent, et peut-être que c'est un peu vrai, on est en train de perdre cela en tant qu'architecte, mais la profession se bat pour que cela subsiste, et ton travail, Julien, en est un parfait exemple. Ton diplôme, je vais citer quelques exemples, ton diplôme avec les familles roms, ton travail en Afrique avec Patrick Bouchain et Fiona Meadows au sein de l'association AOA, dont tu es l'un des cofondateurs. D'ailleurs, cofondateur, je trouve que c'est un terme qui te colle très bien, parce que tu as cofondé des associations, tu as cofondé des lieux, et puis surtout parce que tu prends les projets à la base, aux fondations même de la conception et aux fondations même de la société. Tu m'as parlé encore juste après Noël, lors d'une soirée conviviale entre anciens de l'école d'architecture, où tu me disais qu'il faut absolument être dès le départ dans le projet pour que ça puisse se faire comme on l'entend et avec la vraie vision sociétale de l'architecte. Tu as encore une fois confondé No Man's Land pour des projets d'acupuncture urbaine. Forcément, ce sujet est assez récurrent dans ton travail, on le verra je pense ce soir. Ton travail sur les délaissés urbains, sur les interstices, d'où ton implication et ton passage dans le collectif Existe, qui sont eux aussi des anciens de l'école d'architecture de Strasbourg, comme aussi le collectif 3RS, dont on voit une partie ce soir dans la foule, qui sont aussi des anciens de l'école d'architecture de Strasbourg. En parlant de délaissés urbains, tu en as même habité un, donc c'est pas seulement qu'un travail pour faire du pognon, mais c'est aussi un engagement quand on veut vivre et poser sa famille. Tu t'es engagé dans l'habitat des plus précaires. Je prends un exemple, ce qui m'est venu en tête, les toilettes que tu avais fait pour un bidonville. Et puis tu as fondé le 6B, tu en es d'ailleurs encore aujourd'hui le président. Le 6B qui est ce lieu de travail, ce lieu de rencontre, ce lieu d'expérimentation, qui joue sur l'équipement public, sur le lieu culturel, et qui n'est pas un petit lieu, puisqu'il a quand même une réelle envergure. Il y a quand même aujourd'hui 140 résidents qui travaillent dans ce lieu-là, 7000 m². Et puis le projet n'est pas fini, c'est pas parce qu'on a posé les bases qu'il s'arrête, puisque tu nous en parleras peut-être, parce que ce quartier est encore aujourd'hui en pleine mutation. Tu confondes, donc tu fais beaucoup de travail collaboratif, puisque tu travailles en équipe. Aujourd'hui, tu présentes un travail qui n'est pas l'objet seulement de ta réflexion, puisque tu travailles avec d'autres architectes,
et puis aussi bien évidemment avec d'autres professions, d'autres savoir-faire, d'autres expériences. Tu travailles également pour l'habitat participatif, qui est aussi une forme d'habiter un peu alternative, comme certains le qualifient. En tout cas, que moi je qualifierais comme une architecture qui est plus proche de la valeur d'usage qu'une architecture qui est de la simple image et de la simple façade. Donc c'est pour ça que le terme qui te qualifie souvent de l'alternatif me semble peut-être juste, mais pas assez fort. Je pense que tu es plutôt un anticonformiste dans le sens que la définition de l'architecte n'est pas seulement que faire de la façade et faire de l'habitat, comme certains l'imaginent. Mais réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une implication sociétale qui est nécessaire aujourd'hui dans la transition qu'on est en train de vivre. Donc voilà, pour finir, je te paraphraserai. Tu dis que tu travailles pour une ville juste, que tu construis avec plaisir et où chacun prend sa place. Et c'est ce que j'espère que nous allons découvrir ce soir. Merci Julien d'être venu. Merci. Bonsoir à tous, merci Guillaume, merci à tous de votre intérêt qui vous a amené ici ce soir. Je vais essayer de vous raconter un petit peu mon histoire, effectivement, reprenant les projets que Guillaume a pu citer. Je commencerai simplement par dire que comme nous tous, je ne suis pas que architecte, je suis habitant, je suis citoyen et j'estime que de plus en plus, il faut arriver à, on va dire, à mélanger un petit peu les enjeux qui nous traversent et pas se dire j'exerce mon métier, j'habite, je suis engagé, mais à travers notre pratique d'architecte aujourd'hui, on peut essayer d'avoir que ce soit une proposition politique, une proposition sociale ou une proposition formelle. C'est effectivement le plaisir de répondre et d'essayer d'être juste qui me fait avancer. Et c'est aussi, je dirais, une observation du monde contemporain qui ne va pas bien. Rappelons-le, 3,5 millions de mal logés en France, une pénurie mondiale, une planète qui va exploser, qu'on utilise trop, il n'y a plus à manger, il n'y a plus de quoi se loger, on ne se rencontre plus dans la ville. Enfin, le diagnostic aujourd'hui, il n'est pas très marrant. Donc j'essaye avec mes petits moyens de répondre à toutes ces choses qui des fois sont tout à fait évidentes. Une personne qui habite sur le trottoir en bas de chez soi, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça s'éteint de temps en temps, ça fera partie du jeu. Donc j'essaye d'être conscient et de placer ma pratique d'architecte là où bien souvent la commande n'existe pas. Donc on le verra tout à l'heure. Il y a peu de projets historiquement sur lesquels j'ai travaillé pour lesquels j'avais une commande. Et Guillaume citait les cofondations d'associations. Pour moi, l'association a toujours été un moyen de mettre en pratique les ambitions que j'ai avec d'autres pour fabriquer autrement la ville. Donc il y a aussi une volonté de pluridisciplinarité. Bien sûr, on n'est plus le tout sachant. On peut estimer que d'autres savent aussi et d'autres aussi peuvent avoir des moyens. Donc sortir de la commande classique où on a une collectivité, un promoteur, un architecte et des futurs usagers et essayer de mélanger tout ça pour mettre au cœur du processus l'usager parce qu'il détient des moyens. J'essaierai de le dire notamment sur l'habitat des plus précaires, les Roms, Roumains notamment, qui se construisent leur maison aujourd'hui. C'est quelque chose qui est devenu rare, de se mettre en route et de faire soi-même parce qu'il y a nécessité. Je paraphraserai rapidement Yona Friedman, qui est un auteur qui est important pour moi, notamment dans son bouquin L'architecture de survie, et qui dit que la misère serait la mère de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, même si c'est un peu tendancieux, de dire que c'est dans des situations de difficulté, de pénurie, que peut-être qu'on est les plus innovants par donc nécessité. Donc j'habite à Saint-Denis, pas pour rien non plus, banlieue nord de Paris, territoire vivant, riche, difficile, pauvre et très divers. Et vous le verrez aussi tout à l'heure,
j'essaye de travailler aussi sur, ou on va dire avec une dimension culturelle, en faisant intervenir des métiers atypiques comme un danseur ou des choses comme ça dans un projet. Donc je vais partir de façon un peu chronologique à vous présenter des projets. Je vais essayer d'aller vite. Je vais vous montrer pas mal d'images parce que j'ai pas su choisir quoi vous montrer. Et ensuite, je pense, si vous le souhaitez, on aura un temps d'échange pour peut-être approfondir un sujet ou l'autre. Donc je commencerai par vous présenter le travail qu'on a fait avec les amis du collectif Existe. Ensuite, j'irai en Afrique noire, je reviendrai dans les quartiers bidonvilles des villes, avec les Roms, les gens du voyage. Ensuite, j'irai sur le 6B, donc lieu de travail autogéré qui s'est constitué de façon ascendante. Et après, j'irai sur mes derniers projets qui ont plus trait à la commande classique, donc une opération de logement participatif pour 27 foyers, une transformation d'une ancienne piscine et le centre humanitaire qu'on a fait cet été pour la mairie de Paris et Emmaüs Solidarité. Donc vous l'avez peut-être compris, donc je suis diplômé depuis 2005. Pendant, on va dire, 8 ans, je gagnais pas du tout d'argent avec mon métier d'architecte. Je considérais qu'il fallait défricher, qu'il fallait labourer un terrain. Et là, depuis quelques mois, quelques temps, on commence à m'appeler pour me faire travailler sur ce que j'ai essayé de défricher avant. Donc je considère qu'on peut faire autrement et qu'il faut faire l'effort et qu'il peut y avoir un retour et des commandes qui en découlent. Notamment le méchant promoteur est en train de bouger beaucoup ces dernières années et on peut trouver des partenaires même dans ces métiers pour essayer de faire autrement. Donc le collectif, avant de partir dans les projets, je parlerai simplement de méthode et je partage avec vous des mots que j'ai découverts ces dernières années. Le premier, c'est le bottom-up, l'ascendance. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Engager les gens dans le projet et faire en sorte que du coup, ils s'approprient le projet, ils sont acteurs du projet et ils ne sont pas que consommateurs. Vous le verrez, toutes ces choses essayent de remettre l'usager en acteur et le sortir en tant que, pas qu'il soit consommateur et passif, mais qu'il soit vraiment acteur de la transformation de la ville et voire de son futur. Donc l'ascendance. Un deuxième mot que peut-être Patrick Bouchin a partagé avec vous hier, parce que j'ai pas mal bossé avec lui, c'est l'incrémentalisme. Donc l'incrémentalisme qui est une façon de travailler qui redéfinit les objectifs au fur et à mesure des étapes, où on ne connaît pas l'objectif absolu, mais on part dans une direction et en fonction de ce qui se présente, on réaiguille, on se réajuste, on réadapte le projet. C'est quelque chose qui est difficile pour un architecte, dans le sens où en général, on nous demande dès l'esquisse de montrer quel va être le résultat. Donc cet incrémentalisme, pour moi, il est important, il est à défendre parce qu'il permet de faire cette avancée au fur et à mesure et du coup de ne pas décider, prédécider, présupposer ce qui serait nécessaire, mais de laisser les choses émerger et de les laisser émerger bien souvent par le hasard. Le hasard qui fait partie de ce dernier mot, qui est la sérendipité. Donc la sérendipité, c'est un mot qui existe depuis très longtemps en anglais, mais qui n'existait pas en français, qui est rentré dans la langue française plutôt par la géographie, et qui, d'ailleurs je ne comprends pas ce que ça veut dire en géographie, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est un état dans lequel il faut se mettre pour pouvoir observer les situations qui apparaissent et pouvoir l'appliquer à sa pratique. C'est par exemple l'état dans lequel Pasteur aurait été quand il a décidé de mettre le morceau de citron moisi de son frigo sous le microscope. C'est un état qui permet aux artistes de créer et du coup c'est quelque chose qui est une sorte d'état dans lequel on peut se mettre pour aborder les différences et pour considérer que une nouvelle va nous enrichir et ne va pas nous affaiblir. Donc ceci étant dit, je ne sais pas ce que je ferai dans 2 ans. C'est vraiment cette idée d'avancer au fur et à mesure.
et de prendre ce qui arrive et de le prendre avec plaisir. Donc là, je cite rapidement un anarchiste de la fin du 19e siècle qui s'appelle Pierre Kropotkin, qui disait « Rechercher le plaisir, éviter la peine, c'est le fait général, d'autres diraient la loi du monde organique, c'est l'essence même de la ville. Sans cette recherche de l'agréable, la vie même serait impossible, l'organisme se désagrégerait et la vie cesserait. » Malgré les sujets importants sur lesquels j'essaye et nous essayons de travailler, il faut surtout pas aller dans du misérabilisme, mais toujours être dans une sorte de, je dirais pas de fuite en avant, mais en tout cas de fiction, de plaisir, de détournement, qui nous permet d'aborder ces projets sans être trop sérieux ou sans pointer du doigt d'autres pratiques plus classiques. Du coup, cette façon de faire, et surtout des gens, ça fait que donc on a constitué un collectif au sortir de l'école. C'est important pour moi de le dire et de le présenter, même si ça fait quelques petites années qu'on est moins actif avec ce collectif parce qu'on a vieilli. Mais c'est un collectif qui s'est formé à l'école. On est au départ une bande de potes de Strasbourg. On se retrouve à Paris. On grossit avec des gens de droite-gauche. Et je souhaitais en parler parce que je considère encore que l'école, c'est vraiment le moment fondateur qui prépare le début de la vie professionnelle. Il faut surtout pas sortir de l'école tout seul et chercher un métier dans la liste des petites annonces. Il faut essayer de constituer des groupes, des collectifs, des mouvements qui ensuite vont nous permettre d'être plus forts. Donc le collectif existe, au départ c'est des archis, mais très vite on a des graphistes, des mécanos, des paysagistes et vraiment une diversité, des cuisiniers, une diversité de pratiques qui fait un collectif qui fabrique des architectures éphémères dans des interstices urbains. Quand on dit interstices, on veut dire des espaces inutilisés, des fois cachés, petits, déconsidérés, et souvent temporaires. Donc ces interstices, l'idée c'est de les valoriser par des architectures qui viennent raconter une histoire, qui viennent occuper le terrain, si possible de manière participative, si possible avec une histoire jolie à raconter, et toujours dans le plaisir, dans le sens où on était toujours bénévole quand on faisait ces projets. Donc là, on peut voir un UFO qui atterrit sur une place à Varsovie. Le projet fondateur, c'est un projet de fin de diplôme sur une parcelle délaissée à côté de la Villette, qui est donc une parcelle qui est nettoyée, qui est occupée pendant un mois. Le projet s'appelle le RAB. Les habitants sont invités tous les jeudis soirs pour un repas de quartier. Et la bande d'amis, à savoir que moi, je fais pas ce diplôme, je fais mon diplôme l'année d'après sur les gens du voyage. La bande d'amis, j'y participe et elle fait évoluer l'architecture tous les jours pour s'adapter aux besoins qui se présentent. 2 ans après, ils sont diplômés. Moi, j'ai mon diplôme qui arrive et on est appelé plutôt sur des installations artistiques et des festivals. C'est une pratique qui est peu reconnue dans le monde de l'art et de l'architecture en France, même si ça a un peu changé. Hein, là, on est en 2005. C'est beaucoup plus reconnu dans les pays anglo-saxons. Bon, là, on est à Barcelone. Donc, on construit un immeuble éphémère. La façade avant est un écran vidéo sur lequel on organise le décollage de la tour Akbar que Jean Nouvel vient de livrer. Donc c'est un événement, c'est de l'architecture qui s'adapte, c'est des moyens qu'on détourne assez vite. Avec le collectif Existe, on travaille l'échafaudage, on travaille la chambre, la planche de bois, on travaille de la bâche, des moyens simples qu'on essaie de mettre en œuvre avec précision quand même, en travaillant le détail, en travaillant la vie, on y reviendra, et en travaillant aussi, entre guillemets, les nouveaux médias, que ce soit de la projection, du graphisme, de la musique. Donc c'est un lieu de travail, on y est pendant un mois, c'est une sorte de résidence artistique, architecturale, et c'est un événement d'une nuit pendant lequel on ferme la rue et bon nombre de gens viennent assister à cet événement.
L'année d'après, on fait le pavillon français de la Biennale de Venise. Patrick Bouchain est commissaire. Il nous invite à l'occuper. On y habite pendant les 3 mois. L'idée étant de ne pas montrer de l'architecture, mais de faire vivre aux visiteurs des expériences d'architecture. Donc, ce qui est bien, c'est que Patrick Bouchain est connecté. Il y a son ami Daniel Buren, il y a Dromesco qui vient, donc c'est multigénérationnel, il y a des gens très connus, des jeunes comme nous pas du tout connus, et ça fait quand même une sorte de joyeux bordel qui est assez productif. Moi à ce moment-là, je reviens de 1 mois et demi au Cameroun, on a fait fabriquer des choses dans les villages là-bas, donc toujours dans cette idée de transversalité, on va dire, des pratiques. On construit. On n'est pas que dessinateur, vous avez dû le comprendre. Donc on a des scies, on a des outils, on est un peu comme une troupe de cinéma, de théâtre, mais qui vient construire des choses. Il y a un hôtel, il y a une cuisine. Tous les espaces sont aussi prétextes à s'amuser, à projeter, à fabriquer, à prendre du plaisir pour le corps. Donc ça vient aussi assez vite dans le travail avec le collectif Existe, où on fait des saunas, des bains. On essaye de redonner un peu de la place au corps dans son espace. Donc le sauna. En 2007, on fait un projet qui peut-être ressemble plus à ma pratique d'après, qui est en Lettonie, dans une ancienne base soviétique, une sorte de ghetto européen russophone au milieu des Lettons. Et l'idée, c'est de réactiver ce quartier comme on peut. Donc on y va pendant 3 ans. Faire des workshops, des diagnostics, on va interviewer des gens dans des langues qu'on ne connaît pas. On a cette idée de faire émerger une activité. À un moment, on parle d'agriculture, et assez vite vient cette idée de travailler autour du champignon qui repousse dans des bars inutilisés, qui est un peu comme la cathédrale que Nicolas II avait fait au milieu du siècle. Et du coup, notre projet devient des champignonnières, devient des installations artistiques, devient un mush roof. Donc on construit des choses avec du bois, on réinvestit ce quartier, on en fait un mush boom, un événement, parce que dans le collectif Existe, il y a une partie d'entre nous qui depuis d'ailleurs s'est bien spécialisée dans tout ce qui est interaction, vidéo mapping et événementiel. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'activer ce bout de quartier. Et vous l'avez bien vu, l'essentiel, c'est pas l'objet architectural, c'est l'histoire qu'on raconte et qui prend une diversité de formes. De la même manière, on travaille à Londres plusieurs années d'affilée sur une parcelle futur chantier pendant son temps du vide qui du coup a duré 3-4 ans, et on fait des bains publics temporaires. Une fois c'est une piscine, l'année d'après c'est un lac. Ensuite, il y a une personne d'entre nous qui habite. Dans le nord de Londres, on fait un moulin à vent. Donc pareil, on nettoie une parcelle en cœur d'îlot dégueulasse. On nettoie, on plante du blé, on met une structure en échafaudage, on met des pales en dessous, on met un moulin, on broie la farine, on fait de la farine avec le blé, on a des fours. Et du coup, avec les habitants du quartier, on fait du pain. Suite à ce projet, qui était donc dans un festival d'art organisé par la galerie Barbicane à Londres, suite à ce projet, la ville se dit « Ah, c'est chouette, faisons un jardin associatif ». Donc c'est un des rares sites sur lequel on a retravaillé derrière pour faire un projet pérenne, qui est donc, vous l'avez bien compris, un jardin occupable par les habitants, les associations, avec une cuisine, une salle de bain, des espaces couverts, qui du coup permettent de déployer des activités. Donc voilà un peu pour cet univers Existe qui nous a fait pas mal voyager, et qui m'a fait me rapprocher du monde de l'art, de la fiction et de l'histoire, sans forcément aller non plus dans du formalisme. À la sortie de mes études, je me prends d'amitié avec des Camerounais, avec Patrick Bouchain, avec qui j'ai fait des stages, avec qui je commence à travailler, et avec Fiona Meadows, qui bosse à la Cité de l'Archi et du Patrimoine. Attendez, pardon.
Et on fonde une association et on commence à faire des projets dans l'Afrique subsaharienne. Donc là, l'idée est essentiellement l'échange de savoir-faire entre le Nord et le Sud, considérant qu'on a chacun des savoirs qui peuvent apporter de l'eau au moulin de l'autre. Nous, on est au moment de l'écologie, du développement durable. Dans le village dans lequel on travaille, traditionnellement, ils construisent avec le bois d'à côté, la terre, et petit à petit, ils vont vers du parpaing, de la tôle. Enfin, je pense que c'est des sujets que nous connaissons bien. Et donc, l'idée, c'était de revaloriser des savoir-faire traditionnels, tout en ramenant des usages contemporains, le sanitaire, l'éducation. Donc la première année, on a fait une école, parce que c'était un village dans lequel il n'y avait plus d'instituteurs payés par l'État depuis 3 ans, donc l'école était fermée, personne n'avait le droit d'y aller. Donc on a fait une école autonome dans laquelle les parents se relayaient pour faire la classe aux enfants. Donc toujours cette idée de si le service public est défaillant, si on ne vient pas nous apporter le nécessaire, il faut se prendre en main de manière autonome. Donc on a construit un objet comme ça, je crois que c'était la 2e ou la 3e année, c'était un centre artisanal pour les femmes, moteur de développement du village, parce qu'en plus c'était un village musulman, les femmes on les voyait jamais, donc l'idée c'était de leur permettre quand même de se réunir, de travailler, de développer une activité, tout en bien sûr et en ayant un mur de 2,20 m de haut tout autour pour que les hommes ne les voient pas. Donc on a un peu de béton dans les fondations parce qu'il y a des termites, on utilise de la brique de terre, on utilise un peu de tôle parce que changer le toit tous les 3 ans, c'est pas très marrant, mais on le double quand même avec du raffia, on essaie d'être intelligent et quand on fait ça d'ailleurs, moi je pars avec une dizaine d'étudiants, on passe 2 mois là-bas et on construit avec les gens du village. On ramène pas d'argent. L'idée toujours est d'essayer de faire preuve que les gens ont les moyens et que du coup ils pourraient le faire si on n'était pas là et qu'ils pourront le faire après. L'argent qu'on a ramené cette année-là a servi uniquement à payer une couturière pour faire des cours pendant 2 ans et être sûr qu'il y ait une activation du site. Donc voilà la couturière. On a aussi acheté les machines à coudre. On ramène. Donc là, il n'y a pas de souci sur le droit du travail. J'ai souvent plaisir à faire travailler les enfants, à faire travailler les femmes. Voilà. On essaie de faire attention. Et on ramène, bien sûr, un panneau solaire. C'est un village qui n'est pas connecté au réseau. Et donc, les femmes du village, là, sont en train de nous faire tous les abat-jours pour les lampes qu'il y aura dans le centre artisanal. Voilà, une construction collective, peut-être quelque chose aussi que j'ai appris dans la pratique de Patrick Bouchain. Le chantier ne doit pas être un traumatisme, ce qu'il est trop souvent. Un traumatisme pour les voisins, c'est du bruit, c'est des odeurs. Le chantier doit redevenir un moment de construction collective, un moment qui construit un groupe, un moment qui construit la ville, un moment de plaisir, un moment où on respecte l'ouvrier, un moment où on partage des choses. D'où le travail souvent sur la baraque de chantier qui peut devenir un restaurant, qui peut devenir quelque chose qui n'est pas uniquement un Algeco dans lequel les ouvriers s'agglutinent pour manger des sandwichs. Donc bien sûr l'aveugle du village qui tressait des cordes, donc on décide qu'il n'y avait plus trop de boulot parce que les cordes en nylon sont quand même vachement plus solides, donc on décide de faire toute une porte en corde pour valoriser la personne plus que l'objet. Moi, il m'importait même presque peu la forme finale de l'objet, mais en tout cas, voilà, les femmes qui tressent, l'homme qui prépare, tout ce processus qui remet de la valeur à ces personnes qui sont détentrices de savoir. Les cailloux à gauche, c'est les cailloux d'à côté de la rivière que les enfants ont cherchés pendant 1 semaine. Donc des échanges entre le nord et le sud. J'ai aussi fait des projets. J'ai notamment construit un centre socio-culturel à Nanterre, dont ce qu'on appelle la case des enfants a été fabriquée par des artisans au Cameroun et on l'a renvoyée ici. L'idée, c'est surtout pas toujours d'aller dans le même sens, mais vraiment de faire en sorte d'aller dans les 2 sens. Et pourquoi je vous disais avec Fiona Mido, Cité de l'Archive, parce qu'on a chaque fois fait un livre
qui mettait en valeur les différentes techniques constructives qu'on employait. No Man's Land, au sortir de mes études, je fonde une association pour travailler avec les gens du voyage. Donc entre 400 et 600 000 personnes en France qui revendiquent la mobilité et qui, depuis le milieu des années 90, les lois sur la sécurité intérieure, ont beaucoup de mal à pouvoir s'arrêter quelque part sans se faire expulser. Donc on fonde une association avec un instituteur itinérant pour faire de la médiation entre des groupes de voyageurs en caravane, des propriétaires. Donc c'est essentiellement de la contractualisation, c'est faire des baux entre des groupes et des propriétaires, c'est faire de la médiation. Donc ça c'est quelque chose que je découvre à ce moment-là, c'est que bien souvent le problème il est que les gens ne s'écoutent pas, ne se considèrent pas et sont remplis de préjugés. Donc entre les gens du voyage et les non-gens du voyage, il s'agit encore essentiellement de mettre les gens autour de la table et de travailler ensemble plutôt que de préjuger que l'autre est un voleur, ou etc., etc. Donc j'ai fait pendant 5 ans au sortir de mes études, j'ai fait un livre sur un portrait de voyageur, une exposition sur c'est quoi les gens du voyage et l'habitat des gens du voyage qui a circulé un peu partout en France. Et donc, je veux passer une fois tous les 15 jours à faire une conférence, non pas dans des écoles d'architecture, mais plutôt dans des gymnases, le mardi soir, où tu as 5 personnes de la ville qui veulent s'investir. Et donc, c'était important pour moi, et ça continue d'être, de raconter ce que sont les autres pour sortir des préjugés et nous permettre ensuite, quand il y a un moment d'architecture, de travailler dans des conditions un peu plus saines. Si on n'arrive pas à faire ça, il faut travailler en étant caché, voire dans l'illégalité, ce que je ne me gêne pas à faire quand je considère que c'est important. Donc on sécurise aussi des sites, on met en place des bornes d'électricité. Ça, c'est des extraits de... Ça, c'est des extraits de l'exposition qu'on a faite. Bien sûr, voilà, on est tous français, parce que c'est des gens qui sont français, hein, qui ont des papiers français, même s'ils ont un carnet de circulation. Donc tout de suite, très vite, des outils de conception participative. C'est pas avec l'habitat participatif qu'on a inventé ça, on fait tout ça depuis longtemps. Faire des maquettes avec des petits trucs, quand les gens ils savent pas lire, même du texte, il faut utiliser des stratégies pour arriver à travailler ensemble. Dans le même ordre d'idées, on a fait des sortes d'appropriations comme ça. On appelait la photo d'en bas, là, on appelait ça appropriation par le sol. On est venu simplement poser du gazon sur une friche et du coup, tous les gamins du quartier sont venus jouer au golf pendant 15 jours. Donc des petits trucs symboliques pour que les joggers qui passent au milieu d'un camp de manouches se disent « Ah tiens, c'est des maisons ». Donc voilà un peu le travail No Man's Land, beaucoup de médiation, presque du montage, on le verra encore plus après, mais de temps en temps, la limite entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage n'est pas si évidente dans ma pratique, et je considère qu'il faut s'atteler quand même malheureusement au montage économique, au montage juridique, pour arriver à faire vivre certains projets. Donc gens du voyage, je suis encore parisien, c'est 3-4 ans après la fin de mes études, et ensuite j'ai des enfants, je déménage à Saint-Denis pour des raisons économiques et des raisons d'être dans un tissu qui a du besoin, dans un tissu urbain qui est vivant, dans un tissu qui nous fait voyager, dans un tissu dans lequel il y a des choses à inventer. Quand j'arrive du coup à Saint-Denis, il n'y a plus de gens du voyage, parce qu'on est dans un territoire très dense. Par contre, il y a des Roms en bidonville. Et donc je commence à travailler avec ces personnes, des fois avec des étudiants pour faire du diagnostic, des fois de façon illégale pour construire des choses, des fois de façon légale pour construire par exemple le projet des toilettes sèches qui ont été financées par la Fondation Abbé Pierre. Donc là on travaille sur un bidonville essentiellement pour le faire exister en tant que quartier,
Donc très vite, on a fait des expositions, des diagnostics du bâti, des ateliers danse des enfants dans le théâtre de la ville, dans l'idée vraiment de connecter les gens et de dire c'est pas un bidon, c'est pas rien, c'est un quartier de ville, c'est des gens qui habitent, c'est des gens qui vont à l'école, c'est des jeunes qui jouent au foot. Alors oui, il y a du banditisme, de l'exploitation, etc. Mais c'est pas que ça, et en tout cas c'est un quartier. Donc on a fait tout ce travail d'analyser, on habite, c'est qui, c'est quoi, comment on fait pour habiter à 4 dans 12 mètres carrés. Donc en termes d'architecture, c'est aussi hyper intéressant. Donc là on a fait travailler notamment des étudiants de la Villette pour faire ce lien, pour être sur place. Et les étudiants, bien sûr, il ne s'agissait pas qu'ils fassent uniquement un diagnostic, mais après, on a aménagé une salle commune. Ça, c'est les toilettes sèches, donc la langue, le graphisme, qui sont aussi des choses essentielles. Je travaille souvent avec Gonzague Lacombe, que j'ai rencontré à travers le collectif Existe. C'est vraiment une dimension hyper importante, la signalétique, vous le verrez dans le centre humanitaire tout à l'heure, pour permettre d'expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, là on a construit un bloc de toilettes sèches. Je pense que on sait tous un peu ce que c'est des toilettes sèches, il n'y a pas de chasse d'eau. On récupère les déchets et on les composte. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il n'y avait pas d'égout. C'était pas pour être écolo, et c'est simplement qu'il n'y avait pas de réseau qui passait à côté. Par contre, comme le disait Guillaume, moi j'ai vécu dans une maison que j'ai construite à Saint-Denis sans permis de construire, avec des toilettes sèches, avec des enfants pendant 3 ans avant de faire les toilettes sèches pour les pauvres Roumains. Voilà, j'essaie toujours aussi de faire attention à expérimenter et à surtout pas se dire tiens, là c'est la bonne solution. Bon, ça avait fait un reportage sur Arte, les Roumains sont plus écolos que nous, donc c'est assez marrant aussi de retourner tout ça. Donc voilà, un objet simple, auto-construit, avec les habitants, avec des étudiants, 7 000 € de matériaux, 11 000 € tout compris. Donc là, financé par la Fondation Abbé Pierre, et j'en étais bien content parce que c'était un des premiers moments où une fondation type défense des droits au logement en France s'engageait sur un terrain illégal, parce qu'avant, ils considéraient toujours que le combat, c'était de sortir les gens de ces situations et de se battre pour le droit commun. C'est quelque chose qui bouge un petit peu, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Moi, d'une certaine manière, je considère qu'il faut réinventer le mode de fabrique de la ville, parce que sinon, il n'y aurait pas 3 millions de Français mal logés, et que dans cette réinvention, le bidonville est une forme urbaine qui doit nous questionner, qu'il est hors de question de laisser se développer de façon anarchique, sans accompagnement. Je considère que nous, professionnels de l'architecture, de la sécurité, nous devrions travailler pour que ces installations informelles soient au moins, on va dire, moins risquées. Donc ces formes, j'essaie de défendre le fait qu'elles peuvent nous réouvrir un mode peut-être moyenâgeux ou peut-être tiers-mondesque, comme certains pourraient dire. N'oublions pas que Caracas, c'est 80% de villes informelles qui après se formalisent. On a encore des pays dans lesquels on arrive à faire de la ville comme ça. Et au Nigeria, ils arrivent à construire des villes de 600 000 habitants en 3 mois de cette manière. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a là quelque chose à réapprendre, et ça bouge un petit peu. Voilà, ça bouge un petit peu. Tout le monde n'est plus en train de se dire que ces installations informelles sont intolérables. Alors, il y a des situations de salubrité qui ne sont pas acceptables, mais c'est peut-être pas la forme urbaine la plus fausse. Et en tout cas, ça rebondit à autre chose. Ça rebondit sur autre chose dont je parlais un peu avec le collectif Existe, c'est des occupations temporaires de la ville, voire de bouts de ville. Donc voilà le projet de toilettes sèches. Ensuite, il y a l'expulsion. Parce qu'on a beau essayer de faire bien, ça c'est le jour avant, c'est le jour après. Vous savez comment ça se passe, 6 heures du matin ils arrivent, à 8 heures tout est par terre. Donc moi j'ai un peu pris une claque, parce que ça faisait 3 ans que je travaillais avec ce bidonville,
que j'étais accompagné par les élus locaux, qui trouvaient ça bien qu'il y ait un travail qui se fasse avec une partie de la population la plus précaire à Saint-Denis. Et pourtant, il y a eu cette expulsion par la préfecture. Hein. C'est quand même l'État en général qui expulse, même si il faut un accord du maire. Et du coup, je me dis, bah mince, il y a quelque chose que j'ai loupé. Je suis bien gentil de faire des toilettes ou une salle commune rose, mais bon, si on n'arrive pas à faire l'essentiel, qui est juste pouvoir habiter. Bon, donc là. Je prends un peu de recul et je me dis que il faudrait accompagner ces familles, 250 personnes à Saint-Denis, pour arrêter de dire c'est tout ou rien. Donc là, je me rapproche quelques mois après de la ville de Saint-Denis en leur vendant le principe de l'architecture de l'urgence, en disant on peut faire, nous tous designers, professionnels, on ne demande qu'à déployer des solutions pour héberger, pour trouver une solution même éventuellement temporaire de logement. Et ça les branche plutôt. Il faut savoir que on est 1 an avant l'élection présidentielle où François Hollande est sorti. Donc il y avait un peu des villes de gauche qui avaient besoin de montrer qu'elles étaient à gauche. Donc voilà, il y a des situations un peu politiques qui nous permettent de travailler plus ou moins bien. Donc là, en plus, Saint-Denis, c'est une ville communiste de plus de 100 000 habitants, c'est la dernière aussi grande. Du coup, la ville dit, c'est vrai, on peut pas accueillir 2000 Roumains, Roms en bidonville sur notre ville, mais 200, peut-être que c'est normal et peut-être que chaque ville devrait en accueillir un petit peu. Et donc, on lance... on continue donc à travailler avec ces familles. On n'a pas de site, on n'a pas d'argent, on a juste une volonté. Donc on travaille aujourd'hui, on est à l'étape 4 du projet. Donc au début, l'étape 1 qui est ici, c'est le bidonville dont on parlait. Donc on accompagne un peu le bidonville. Ensuite, il y a l'expulsion. L'étape 2, c'est un terrain qui est en rue. C'est 5 petits bouts de parcelles qu'on peut occuper pendant 1 an. Ça nous permet pendant ce temps-là déjà de mettre 4 bornes d'eau et 4 bornes électriques alors qu'avant on n'en avait qu'une sur l'étape 1. Et ça nous permet aussi de diviser le grand groupe. On s'aperçoit, parce que je fais travailler des sociologues, des anthropologues, des assistantes sociales, on s'aperçoit que le groupe, il est gros pour faire front à la police et aux forces de l'ordre et aux voisins. Les gens, ils souhaitent pas être 250 personnes dans un bidonville. Donc là, on se rend compte qu'il y a 4 groupes dans le groupe, qui sont d'ailleurs des groupes plutôt d'origine géographique différente. Et donc ça nous permet de commencer à travailler sur la composition sociale, de qui, de quoi. Il y a des alcooliques, il y a des familles qui envoient leurs gamins à l'école. Donc il y a un peu tous ces profils. On commence à voir ce qui se passe. Et donc après, ça dure 1 an. Donc on se fait, pas expulser cette fois parce qu'on savait qu'il fallait bouger. Donc on rebouge à l'étape 3. L'étape 3, cette fois, on dessine les parcelles, un peu comme un plan urbain, en fonction de la composition des familles. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai du mal à accepter, c'est que, on va dire, dans ce que j'appelle depuis tout à l'heure le bidonville, c'est bien souvent la loi du plus fort, du premier arrivé. Et moi, je suis pour qu'il y ait du droit, de la justice, et donc une grande parcelle, c'est pour une grande famille, c'est pas pour quelqu'un qui est balèze ou qui va, voilà. Donc on ramène ces règles un peu dans le quartier, on fait en sorte que les familles avec enfants soient pas à côté de ceux qui font la fête toute la nuit. Donc on travaille comme ça sur l'urbanisme du quartier, et on ramène de l'électricité sur chaque parcelle. Donc ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, qui est l'étape sur laquelle, pour l'instant, on est resté bloqué depuis 2 ans et demi. Donc c'est encore un nouveau terrain. C'est 4 quartiers. Comme je disais, on a des groupes dans le groupe, donc on fait des quartiers. On a des parcelles qui sont dimensionnées en fonction du foyer. On travaille le voisinage. On ramène l'électricité sur chaque parcelle, et on fournit les matériaux de construction. Donc à chaque étape, on remettait une couche en plus. Et donc là, c'était assez génial, parce qu'on a fait un chantier de 3 semaines. On a construit donc 55 maisons. C'est eux qui ont construit eux-mêmes leurs maisons.
Et moi, j'étais avec 3 charpentiers à distribuer le matériel. On était au bout de 2-3 jours. On s'est fait accompagner par la police parce que tout le monde voulait la même fenêtre. Et donc, voilà, on distribuait le matériel et ensuite, on accompagnait ceux qui étaient les plus en difficulté pour construire. Donc voilà, bon, ça on a vu. Après, on ramène des caravanes pour pouvoir travailler dans le bidonville. Donc ça, c'est les parcelles. Toujours un travail d'analyse. Ça, c'est le truc d'après. Toujours bien comprendre, lier des diagnostics sociaux avec du plan, avec de l'urbanisme, et après construire comme on peut. Donc moi, c'était plutôt des prorata qui m'ont permis de déterminer la quantité de matériaux. Pour info, ça correspondait à 220 000 € de matériaux. Donc en gros, pour une certaine surface, tu avais le droit à une fenêtre, 12 chevrons, 15 plaques d'OSB, 3 paquets de vis. Et après, les gens, ils mettaient leur fenêtre un peu où ils voulaient. Hein, j'interviens pas sur la forme, sur le rendu, mais vraiment sur essayer de rendre les choses possibles. L'étape 5, pour laquelle on attend, il y a une volonté politique, mais on n'a pas trouvé de maîtrise d'ouvrage, c'est via un chantier d'insertion de faire des modules préfabriqués bois qui vont s'implanter sur un site, mais de manière pérenne. Donc l'idée, chantier d'insertion, donner du travail aux gens et faire de la ville avec des gens de manière ascendante. Donc là, le tableau que vous pouvez voir là en bas, on en a eu des dizaines et des dizaines de diagnostics où on allait sur place avec les plans du futur quartier qu'on dessinait par terre et on essayait de comprendre si les gens ils voulaient se chauffer au poêle à bois ou s'ils voulaient une plaque électrique. Bon, je vous ai pas tout montré. Si jamais il y a des questions, je pourrais vous montrer un peu plus là-dessus. Je suis appelé un peu après par Pérou, une association qui se forme avec un pote encore, Sébastien Thierry, que j'ai rencontré sur les Enfants du Canal, qui avait déployé les tentes le long du canal Saint-Martin. Et on s'était rapproché d'eux pour que ce ne soit plus une belle photo dans la presse internationale, mais pour que ce soit un vrai quartier habité l'année d'après, ce qu'ils n'ont pas souhaité, parce que c'est quand même plus compliqué de faire quelque chose de décent plutôt que faire un acte militant. Donc tout à l'heure, Guillaume disait, et je l'accepte, j'essaie d'avoir une pratique engagée, mais elle est engagée, elle n'est pas militante. J'essaie de faire des choix, j'essaie de suivre une ligne, mais je vais pas faire des manifs avec une pancarte, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça qui des fois me rapproche beaucoup de toutes ces associations, notamment de défense de droit au logement, et qui des fois m'en détache, parce qu'à un moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on répond, comment on fait, comment on construit la maison, comment on héberge. Et du coup, le Pérou se branche pas mal là-dessus et beaucoup quand même sur entre guillemets, la médiatisation de cette condition. Donc là, pareil, donc on fait ce qu'on appelle une ambassade. Donc je sais plus en quelle année, mais donc là, l'idée, je voulais vous montrer ça pour montrer qu'on peut agir très vite avec très peu d'argent. C'était 6 000 €. On a préconstruit les petites fermettes là, on les a amenées dans un camion et en 4 jours on a monté l'ambassade, en sachant que le 3e jour j'ai la police municipale qui vient, qui me dit mais vous faites quoi? Je dis ils me disent mais vous êtes une association humanitaire. Je fais oui, c'est Noël la semaine prochaine, les pauvres ils ont pas. Ah bon, d'accord. Et ils reviennent le surlendemain avec un arrêté municipal d'interdiction de la construction, sauf qu'on a déjà tout construit. Voilà, donc on fait intervenir un artiste, les gens profitent, ça fait un espace pour pouvoir faire les devoirs pour les enfants. Voilà. Donc agir vite, des fois de manière illégale. Le 6B. Donc le 6B, alors, ça. Le 6B, c'est ce bâtiment ici. Donc j'habite à Saint-Denis. Il y a plein de gens autour de moi qui ont des besoins, notamment de travailler. Le monde du travail a complètement muté avec la révolution numérique.
Maintenant, il y a tout ce qui est coworking, pépinière. Il y a beaucoup moins de grosses entreprises. On a tendance à faire des petites unités qui vont pouvoir faire des groupements en fonction des projets. Et donc, ça, je le dis maintenant, mais je pouvais pas le dire avant. À savoir que en tant que voisin, je rencontre le propriétaire, je négocie un prix, et à partir du moment où j'ai un prix de location, je lance un appel aux gens à Saint-Denis. Des gens me contactent comme un agent immobilier. J'ai entendu qu'il y avait moyen d'accéder à un espace de travail. Donc pendant 3-4 mois, je fais agent immobilier. Au bout de 4 mois, il y a un groupe d'une 40aine de structures qui dit on veut en être. Donc ce jour-là, on fonde une association. Je suis le président de cette association parce que c'est toujours difficile de trouver des personnes responsables quand on est un peu à la limite. Et une semaine après, on signe un bail pour 2000 mètres carrés. Personne ne se connaît. Chacun organise son espace de travail individualisé. Et au bout d'un mois, on commence à ouvrir la porte, à vouloir savoir qui est à côté, qui. Et donc là, on s'organise pour aménager des espaces mutualisés. Ça commence par un endroit où manger, ça continue par un endroit pour boire des coups, et ensuite une salle d'exposition, une salle de danse, une salle de ciné, un atelier bois, un atelier sérigraphie, un camion, toute une série comme ça d'espaces et de services mutualisés qu'on développe au fur et à mesure, de manière incrémentale, quand les besoins sont suffisamment pressants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens. Donc si j'ai un résident qui vient, on a 170 structures résidentes, à peu près 300 personnes en ce moment sur site. S'il y a quelqu'un qui vient nous voir en disant j'aimerais une salle de musculation, on lui dit bah ok, mais on fait comment? Et du coup il revient nous voir 15 jours après avec ses 15 potes sportifs du 6B, et ils disent nous on a trouvé un plan là-bas, on peut récupérer le matériel. Par contre, il faut nous changer le revêtement de sol. Et du coup, nous, en fin de compte, on va juste changer le revêtement de sol. On a une équipe qui fait les travaux, on a le matériel. Voilà, on toujours vraiment faire en sorte que les moyens soient là avant la prise de décision. Donc c'est une joyeuse aventure, c'est autogéré. Il y a aujourd'hui 18% d'argent public dans ce projet, ce qui est peu, parce que on est un lieu très peu cher. Enfin, c'est 11 € du mètre carré mensuel pour travailler, toutes charges comprises. Donc il y a beaucoup d'associations, on a un acupuncteur, on a une grande diversité de pratiques, mais on a une majorité de métiers de la culture et de la création, dont une énorme majorité d'artistes plasticiens. Parce que je sais pas si je suppose c'est pareil ici, mais en région parisienne, ceux qui sont le plus en manque d'espace de travail, c'est bien les plasticiens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des locations dans le parc classique. Donc très vite des événements. On fait de la musique électro pendant 24 heures non-stop. On fait des ateliers, on fait des concerts hip-hop, on fait du chantier. Donc tout ça aussi avec Existe, toute cette pratique, on est dans une friche urbaine et très vite on fait un truc qu'on appelle la Fabrique à rêves, qui est un festival d'été pendant lequel on développe des architectures qui vont nous permettre de faire du lien avec le quartier, d'être vus de l'extérieur, de diffuser les pratiques qui sont dans le bâtiment et d'attirer entre guillemets différents types de publics. Parce que donc c'est un projet qui essaie d'être vraiment ancré dans son territoire, d'être porté par cette population, pas d'être un cheval de Troie de l'embourgeoisement ou de la gentrification, mais vraiment d'être un outil qui accompagne la transformation de ce quartier. Ça c'est une photo déjà il y a 3 ans. Donc là on voit un bac à sable, voilà, super, parce que les enfants du quartier viennent dans le bac à sable. On fait preuve comme ça de stratégie. Donc il y a une guinguette, il y a des bénévoles. Donc on est aussi à travers le plaisir. Donc là, on avait, je crois, 150 bénévoles ce jour-là. Et en même temps, il y a un DJ qui met de la musique. Et du coup, tout le monde est content d'être là et d'être productif. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de la planche, des moyens simples à mettre en œuvre, ce qui nous permet de travailler avec tout le monde, de ne pas avoir quelque chose de trop compliqué. On a quelques charpentiers, quelques menuisiers, on a de l'électroportatif,
faire attention à pas se le faire piquer. Mais à part ça, c'est quand même des moyens qui nous permettent aujourd'hui de construire beaucoup de choses assez vite et sans porter des trucs qui font 40 kilos. Donc voilà un peu ce qui peut se passer. Savoir qu'on a on a des événements qui attirent 4-5 000 personnes des fois. On a des ateliers pour 5 personnes. Voilà, on a récupéré des sièges de cinéma. Et dans, entre guillemets, ce que j'évoquais de transformation, accompagnement de transformation du quartier, c'est quand on arrive, on est sur un bail précaire pour 2 ans. On est sur une friche industrielle Alstom, on est sur une ZAC qui vient d'être gagnée par un aménageur développeur qui s'appelle le groupe Brémont. Et du coup, ils construisent 70 000 m² autour de nous. Le 6B est destiné à être transformé en logement. Sauf que tout le travail qu'on a fait a plutôt séduit la collectivité locale. C'est normal parce qu'on fait, on va dire, de l'animation, de la culture, du développement économique sans un sou du contribuable. Le promoteur développeur est aussi intéressé parce que on fait une sorte de coup de projecteur sur son quartier, parce que ça facilite, ça raconte une histoire, ça ancre le nouveau projet urbain dans une réalité, et c'est pas un tabula rasa. Donc on fait des projets comme ça. Ça c'est la fameuse maison qu'ils n'arrivent pas à acheter avant d'avoir construit les 3/4 du quartier. Et en fait on l'a peint en jaune. Donc bon, ça c'est le travail d'un photographe. On fait aussi toute une série d'événements type art de rue pour sortir, pour aller dans la rue. On travaille sur la basilique de Saint-Denis. On fait des processions avec quelqu'un qui a une tête coupée dans ses mains parce que Saint-Denis s'est fait couper la tête. On a des gens qui viennent de partout exercer parce qu'on a la chance d'être au bord du canal, juste à côté de Paris. Donc c'est une sorte d'oasis, un peu d'oasis urbain. La danse, la salle de danse, qui est un des espaces les plus utilisés par le quartier. C'est vraiment un espace qui permet de faire du lien avec tout le monde. Et après, l'essentiel quand même des ateliers, ça ressemble à ça. C'est des ateliers vraiment de pratique artistique. Le projet urbain, le voilà. Le 6B, c'est ce truc ici. Et avec la fabrique à rêve, etc., les immeubles qui auraient dû se construire ici ne le sont plus, mais on a rajouté 3 étages ici. Donc nous, on fait la fabrique à rêve, tout le monde est là. Le promoteur, l'adjoint à l'urba, le maire, on boit des coups jusqu'au bout de la nuit. Et en fait, ils disent, mais c'est trop con ici, il faut faire une place publique. Et du coup, hop, ça permet de faire bouger de manière, entre guillemets, incrémentale, le projet urbain. On fait des palissades de chantier, où donc artistes, habitants, enfants du quartier qui vont venir. Voilà. Un peu le genre de choses qu'on fait au 6B. On existe aujourd'hui depuis 7 ans. Donc notre bail précaire, c'est toujours un peu renouvelé. Enfin, c'est devenu un pré-usage pour les spécialistes, parce qu'un bail précaire est limité à 23 mois. Et on est aujourd'hui en train d'essayer d'inventer la pérennité du modèle, parce que tout le monde dit c'est super, coworking. C'est un projet qui répond assez bien aux enjeux, on va dire, de la métropole et du territoire nord parisien. Et donc on essaye de trouver la forme juridique, son modèle économique pour les 30 ans à venir. Donc là, on a encore 3 mois d'études, on est en train d'étudier le modèle de la société coopérative d'intérêt collectif qui nous permettrait, parce que c'est un peu tout l'enjeu d'un projet comme celui-là, c'est d'arriver à faire en sorte de faire un PPP, mais un partenariat public-privé de la bonne manière. C'est-à-dire que c'est pas au service de Vinci ou de Bouygues, mais c'est au service de tout le monde, que le privé, l'usager et la collectivité peuvent être dans une structure collective. Voilà, un équipement public aujourd'hui culturel, ça coûte trop cher pour notre collectivité. Un lieu de développement économique, une pépinière, ils arrivent un peu de trouver l'argent. Le promoteur, il a du mal à construire du tertiaire, il ne sait plus le vendre aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui avec chacun sa structure, c'est d'arriver à rentrer tout ça dans une même structure juridique. Donc encore une fois, pour innover, pour chercher, pour s'adapter, pour survivre.
Parce qu'on est avant tout un projet de survie, de gens qui ont besoin d'espace de travail. On n'est pas un projet qui s'est inventé pour s'amuser. On est un projet qui s'est monté parce que les gens, ils avaient vraiment une nécessité d'avoir un espace de travail. Donc voilà pour le 6B. Je sais pas où j'en suis là. Ça fait quoi, 1 heure que j'ai commencé déjà? Alors je vous raconte encore 2 choses. Ça va aller un peu plus vite. Sainte-Geneviève-des-Bois. Je suis sur un projet depuis 2 ans. La ville de Sainte-Jeanne, qui est dans le sud de Paris, vient me voir au 6B, me dit waouh, c'est mortel ton truc, mais comment on pourrait le faire? Je leur dis on fait une mission d'AMO pendant 1 an. Cette mission d'AMO, moi je me sens de la faire. Avec une équipe, bien sûr, autour de moi. Cette mission d'AMO va faire qu'on va rencontrer tous les acteurs de la ville, on va voir ce qu'ils veulent faire, on diagnostique le bâtiment, on fait des ateliers partagés, des maquettes, etc. Et on invente le programme, on invente la commande, en même temps on invente la structure juridique qui portera le truc, on trouve le budget qu'il va falloir pour pouvoir se réapproprier cette ancienne piscine. Et donc, comme ça, pendant 1 an, on fait toute une série d'ateliers. On visite. Il y a des danseurs. Voilà, on pourrait venir travailler comme ça. Tiens, on pourrait faire un Fab Lab. Tiens, il y a les vieux qui récupèrent tous les bouquins pour faire une librairie gratuite. Tiens, il y a des lycées à côté. En fait, les lycéens, ils ont pas de cafette. Donc comme ça, on travaille avec eux pendant 1 an pour développer le programme, les intentions et surtout investir le tissu local dans le projet. Que ce soit pas un projet qui tombe de la collectivité, qui après va louer l'espace à une association qui, si elle peut pas payer, va demander des subventions. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre la société civile actrice et porteuse de ce projet. Donc voilà, on arrive à des choses comme ça, qui sont entre le travail de programmiste et le travail de début d'archi. On fait des scénarios, enfin voilà, vous imaginez bien. Et on chiffre en leur disant, il va falloir tant d'argent. Donc suite à cette mission d'AMO, je prends une mission de maîtrise d'œuvre, donc j'ai pas du tout peur de le dire, même si soi-disant ça se fait pas. Moi, je suis totalement pour qu'on fasse de la maîtrise d'œuvre après des missions d'AMO, parce qu'on connaît le sujet. Après, il faut faire attention à pas faire bosser ses potes, mais je veux dire qu'on connaît un sujet, je vois pas pourquoi après on pourrait pas continuer à travailler dessus. Donc, la piscine vide, le projet, on est en phase marché, on est en train de consulter les entreprises. L'idée, c'est pas de faire des super images, c'est plutôt de faire des super ateliers et des moments de rencontre. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de ramener toute une architecture en bois sans rien toucher à l'existence, sauf faire des ouvertures pour pouvoir créer des nouvelles circulations, sécuriser les espaces, faire qu'on rentre par le bassin, etc. Donc voilà un projet qui, je pense, est vraiment entre un projet comme le 6B, où on est vraiment dans l'émergence du programme et la forme architecturale n'existe quasi pas, et un projet un peu plus classique de commande archi. À savoir que il y a de plus en plus de collectivités qui font des appels à projets, en tout cas en région parisienne, je suppose que c'est pareil ici, qui font des appels à projets qui donnent envie d'y répondre. Donc voilà, après les plaquettes, imaginons la piscine de demain, vous voyez, recyclerie, studio, colocation, cabinet, voilà un peu l'esprit. Donc ça, c'est la ville qui est en train de recruter les futurs usagers de la piscine. Je vais finir par le centre humanitaire. Donc le centre humanitaire dit depuis 2 mois dispositif de premier accueil. Donc, bon, c'est dans le désordre, mais ça fait rien.
Alors, donc il s'agit, on m'a contacté mi-juillet. La ville de Paris m'a contacté mi-juillet pour travailler avec eux sur ce qu'ils appelaient un centre humanitaire. Donc ça faisait déjà quelques petites années qu'il y avait un afflux de population dans Paris, dites de migrants, dites de réfugiés, en tout cas de personnes qui s'agglutinent sur les trottoirs, avenue de Flandre, place de Stalingrad, et un phénomène qui prend une ampleur bien plus importante que celle des Roms en bidonville qui se cachent derrière l'autoroute et qui du coup oblige la collectivité à y répondre. Donc Anne Hidalgo décide de faire quelque chose suite au projet qu'il y avait eu à Grande-Synthe où un maire dit je vais faire quelque chose parce que normalement c'est de la compétence de l'État de faire l'hébergement, en tout cas des hommes. Donc la ville de Paris dit nous on va faire quelque chose. Anne Hidalgo tout enthousiaste, on va essayer de faire un super truc. L'État qui lui dit mais vous croyez où? C'est à nous de le faire. Un mois après l'État bon d'accord on va le faire avec vous. Et du coup moi ils me contactent mi-juillet, déjà 3 mois après leurs premières annonces de on va faire un truc et ils me disent faut que ce soit ouvert dans 2 mois. Donc je dis ah bon, d'accord. Est-ce que c'est une mission d'AMO, ville de Paris ou autre chose? Et du coup, je leur dis si vous voulez qu'on fasse un truc dans lequel on peut essayer de formaliser les ambitions qu'on porte, il vaudrait mieux que je sois maître d'œuvre. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore sélectionné le futur gestionnaire, le porteur de projet, l'investisseur. Parce que ça va tellement vite qu'un marché public ne sait pas faire. En 2 mois, on ne peut pas prendre une décision, sélectionner des équipes, sélectionner des entreprises et dépenser de l'argent. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de confier l'investissement à une organisation qui est Emmaüs Solidarité, qui donc, elle, fait l'investissement, le chantier, et qui après se fait rembourser à la nuitée par la subvention de l'État et de la ville. Donc mi-juillet, il m'appelle, on veut faire un truc, on voudrait que ça ouvre dans 2 mois. Je dis bon, ok, pourquoi pas, mais c'est un peu short. Une semaine après, je vois Emmaüs Solidarité, on s'entend. Les ambitions que eux portaient correspondaient entre guillemets aux miennes, c'est-à-dire ne pas faire de l'industrie. On n'est pas là pour aligner 400 lits. Il faut travailler sur, entre guillemets, l'urbanisme. Il faut que les gens y puissent vivre. Il ne s'agit pas que de dormir et de manger. Il s'agit de se reposer, de se rencontrer, de faire du lien. Donc toute une série comme ça de choses essentielles dans la vie de tous les jours qu'on a essayé de mettre en œuvre pour que les personnes qui arrivent là se sentent bien accueillies. C'est un peu la demande de départ. On est à Paris, on n'est pas au Soudan, les conditions climatiques sont pas les mêmes, on est un peu le pays des droits de l'homme. Enfin voilà, qu'est-ce que tout ça peut dire, en sachant que donc ça c'est l'ambition politique, en sachant que comme dit, j'avais le mois d'août et de septembre qui sont pas les mois pendant lesquels les entreprises sont les plus disponibles. Et c'est quand même un projet ambitieux dans son échelle, à savoir qu'il doit pouvoir accueillir 400 personnes, ce qu'il fait aujourd'hui. Donc ça fait en gros 5000, 6000 mètres carrés à construire, le tout en 2 mois, en ayant un permis de construire à déposer, en ayant des autorisations d'ouverture de RP, parce qu'on est un établissement recevant du public. Donc on a fait tout le travail conception, administratif, chantier, etc. Tout ça très vite. Donc, pourquoi on a réussi à le faire très vite? Parce que c'est ouvert. Je dirais avant tout parce que c'est un sujet important qui a su mobiliser tout de suite beaucoup de gens. Moi, quand je demandais à des gens de travailler sur ce sujet, que ce soit des collègues, ou que ce soit une entreprise, ou que ce soit un bureau d'études, ou même un administrateur au service urbanisme de la ville ou à la préfecture, c'est quand même un sujet qui était devenu suffisamment pressant pour que chacun y mette du sien et veuille faire pour que ça aille au mieux. Donc on a eu le permis de construire en 2 semaines et demie, on a pu demander 8 dérogations à la réglementation, mais ils ont quand même été hyper contraignants parce que c'est des objets
Bon, je vais faire défiler les images. C'est des objets qui n'existent pas tout à fait. Donc, sur quelle réglementation on s'appuie? Donc, on est, nous, en ERP type O. Donc, c'est comme un hôtel pour la partie hébergement. On est en ERP type U pour la partie pôle santé. Et on est en ERP type SG pour la structure d'accueil. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, il y a 3 pôles. Qui répondent aux grandes fonctions du projet, accueillir, soigner et héberger. Donc on a fait des quartiers de 50 personnes qui sont chacun autonomes. Ça c'est une chambre de 4 personnes, chaque quartier a une couleur. Il y a des problématiques de langue, de signalétique, etc. qui ont fait qu'on a travaillé sur des moyens très simples de repérage dans l'espace, des moyens donc qu'il ne fallait pas traduire dans les différentes langues. Ça, là, on est devant la halle, parce qu'en fait, quand on m'appelle, c'est un site SNCF, on est porte de la Chapelle, hein, les 2 tours, là, c'est porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement. C'est un site qui était en train d'être démoli. Et donc, ils ont arrêté la démolition de la halle, dans laquelle on a vu, voilà, là, vous imaginez bien, on est dans une halle. Et devant, il y avait une sorte de terrain en friche, que du coup, on a stabilisé, et on a mis le pôle accueil. Donc, le pôle accueil, c'est une structure gonflable, on le reverra tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, c'est des regards remplis de béton. Vous voyez des containers qui sont des bureaux. Et vous verrez une structure gonflable qui va venir s'accrocher à tout ça. Ça, c'est l'entrée du quartier vert, à l'étage. C'est des photos encore un peu de chantier. On a dû faire du doublage. On a eu énormément de contraintes réglementaires en coupe-feu. Donc chaque chambre est isolée, coupe-feu une demi-heure. On a des portes avec des fermes portes pour être sûr que le feu puisse pas passer. On n'a pas pu mettre de fenêtres en façade parce que sinon le feu pourrait sortir. On a dû doubler toutes nos structures en ossature bois, parce que vous l'avez vu, les chambres sont construites en ossature bois par panneau. On a dû tout doubler en double BA13 avec 45 000 d'isolant parce qu'on avait le PV. C'est-à-dire que l'urgence du projet fait que le labo de la préfecture ou qui que ce soit n'avait pas le temps d'étudier une solution spécifique. Il fallait le PV, l'autorisation une semaine après. Donc, tu es obligé de partir sur des solutions traditionnelles. Ça, c'est un peu un travers, je trouve, dans une telle urgence. Donc bon voilà les chambres. Vous avez vu donc les chambres en ossature bois. Juste pour info, on a fait travailler 25 entreprises sur ce projet pour arriver à faire vite. Donc diviser même un même lot était divisé à plusieurs entreprises. Les chambres, il y en a 100 de 4 personnes, 100 chambres comme ça à sortir en un mois. On a eu la chance de trouver un groupement d'entreprises ossature bois qui s'appelle Mètre Cube, qui regroupe une entreprise ossature bois par région. Et du coup, eux, c'était les seuls qui ont pu répondre à la demande. À savoir que on a fait uniquement travailler des entreprises françaises. Là, on a le réfectoire dans l'entrée qui est de l'échafaudage et de la toile tendue. Voilà, avec un petit travail de menuiserie. Je l'ai pas dit, mais c'est un projet qui doit se démonter dans 18 mois. Donc, réversibilité aussi des installations. Donc, ça c'est le trou en façade par lequel on a rentré toutes les boîtes à l'étage. Vous pouvez voir qu'on a très peu travaillé sur l'enveloppe du bâtiment. On a juste ouvert en façade pour faire du désenfumage naturel. Je reviens sur le coupe-feu. Le coupe-feu, en gros, c'est un projet qui nous a coûté 5,5 millions d'euros et j'ai presque 1 million d'euros sur tout ce qui est traitement contre le feu. J'ai 2,5 millions d'euros de fluide, donc d'électricité, de ventilation, etc., qui sont un peu quand même des incompressibles. Sur l'architecture et ses formes, on arrive à jouer sur un détecteur incendie ou une prise électrique, c'est quand même toujours le même prix.
Donc là, voilà, la guérite, la structure gonflable qui arrive. Donc dans les multiples collaborations qu'on a réalisées pour pouvoir faire ce projet, on a cherché des spécialistes pour pas à chaque fois réinventer le monde. Donc le spécialiste de la structure gonflable, c'est Hans-Walter Müller, qui est un artiste, presque architecte allemand qui vit en région parisienne. Et donc avec lui, on a conçu, dessiné, fait réaliser la structure gonflable, le tout en 1 mois et demi. Donc c'était vraiment important d'avoir des gens qui sont spécialisés pour pouvoir aller vite. L'échafaudage que vous avez pu voir, je fais travailler Frédéric Kaif, qui est un ancien du collectif Existe, qui prend plaisir à travailler l'échafaudage. La structure gonflable, c'est Hans, donc Walter Müller. Les toiles tendues dans les échafaudages, c'est Florence Meunier, qui est styliste spécialisée en confection textile. Les plantations qu'on peut voir là, ou qu'on verra peut-être mieux après, c'est Viviana Motta, qui est artiste, botaniste. Je fais travailler Arapa sur la conception collaborative, et je dois en oublier 2-3. Mais bon, c'est pour dire que ce qui nous a permis d'aller vite, c'est le fait d'avoir cherché des gens hyper spécialisés sur chaque sujet. On a fait travailler des artistes, les sœurs Chevalme, sur les clôtures pour que ce soit pas trop carcéral. Donc ça, c'est le moment du gonflage de la bulle. Donc, si vous l'avez compris ou vous êtes en train de le comprendre, c'est vraiment une structure. Donc là, il y a un ventilateur, et c'est vraiment, on rentre dans un ballon de baudruche. C'est pas une double paroi, c'est tout l'intérieur qui est en surpression et qui fait tenir la forme. Donc c'est presque un chapiteau, sauf qu'il n'y a pas de mât pour tenir la toile. Donc le RP type SG, c'est une réglementation spécifique qui a été faite il y a 30 ans pour les cours de tennis. Normalement, on n'a pas le droit de mettre un volume dans le volume. Et là, l'urgence du projet, le fait qu'il soit porté par tout le monde, fait qu'on a réussi à poser une dérogation et donc mettre des containers dans la structure gonflée. Donc là, on peut voir un peu, c'est une structure trilobée avec une coupole au milieu. C'est blanc et jaune, parce que le jaune était la seule couleur disponible dans le temps. Vous voyez donc le lest béton. Au début, Hans, il voulait pas qu'on pose ça sur des lestes, ce qui se fait de temps en temps, mais que lui avait jamais fait. Il travaille toujours avec des pinces, comme pour les chapiteaux. On envoie des pinces dans le sol, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de matériaux. Par contre, c'est quand même hyper pratique. Ça permet de les mettre sur un camion et de se redéployer très vite ailleurs. Donc la structure gonflable, dans tous ses états. Vous avez vu les garde-corps. Pour ceux qui pratiquent, c'est pas évident de passer des garde-corps fait maison. Donc on a fait le test de la belle-mère avec le sac et le bureau de contrôle pour montrer que ça tenait même si on s'adossait très fortement dessus. Donc le bâtiment, je disais, on y touche très peu. On enlève les châssis vitrés pour que l'air rentre. On enlève un tout petit peu de bout de façade pour caler un escalier en échafaudage. Et on cale un monte-charge ascenseur de chantier pour monter les matelas, la bouffe tous les jours. Là, on voit un peu, je sais pas les photos spéciales, mais il y a énormément de réseaux qui passent là, dans la structure pour ventiler toutes les chambres et faire tous les systèmes de détection que je vous disais. Les containers maritimes retransformés, pourquoi on est parti là-dessus ? Parce qu'en fait, quand début août, j'appelle des entreprises, Cugno, Algeco, etc., ils sont fermés. Par contre, il y a des entreprises qui essaient de développer le container transformé. C'est un peu à la mode depuis quelques années, pas très longtemps. Et donc, on a des entreprises qui sont à la recherche de marché. Donc, c'est des entreprises qui, dès que je les ai appelées, disent nous, ça nous chauffe, on veut bien en être. Donc, c'est pour ça, notamment, qu'on a pas mal travaillé avec le container. Bien sûr, une de ses valeurs, c'est que tu refermes les portes et tu le déplaces très facilement sur un autre site. Voilà un peu quelques photos de chantier. Il y a un petit bout, 400 mètres carrés, qu'on a fait ici de manière un peu traditionnelle, avec du parpaing et des fenêtres et des cloisons. C'est le seul élément de projet avec lequel on ne pourra pas partir dans un an, une fois qu'on nous demandera de partir.
Là aujourd'hui, donc le site est habité par 400 personnes, des hommes seuls. Tiens, vous avez vu, donc c'est toutes les mêmes chambres, mais on les a mises sur des cales à différentes hauteurs pour créer quand même un peu de diversité. Je n'ai pas bien montré les photos, mais donc là on est dans une rue d'un quartier, donc d'une couleur, avec des sanitaires au bout. Donc je disais 400 personnes aujourd'hui, ça c'est les blocs, une moitié de blocs sanitaires, et on me demande de travailler sur l'extension pour pouvoir accueillir 200 personnes en plus, soit un peu dans cette typologie architecturale, soit en conteneur maritime uniquement, à savoir que on n'a pas trop eu de chance, et peut-être si, c'est qu'on a ouvert ce centre quand ils ont démantelé Calais. Peut-être que quelqu'un avait calculé le truc, mais en tout cas pas nous. Du coup, il y a un afflux, il y a beaucoup de gens qui font la queue devant, il y a des gens qui dorment devant, et du coup, on nous demande d'augmenter la capacité, notamment avec des containers qui sont à Calais, qui sont plus utilisés. Donc, il est question de faire du réemploi de containers qui avaient été préparés pour Calais. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère pas avoir été trop long ni ennuyeux. Merci Julien. Donc, qui c'est qui se lance? Georges? Si, Georges, c'est bien ça. En plus, c'était à son diplôme. Tu étais le professeur invité. Salut, bienvenue en Alsace. Je suis enchanté, c'est formidable. Ce que je vois là, c'est quand même toute une équipe de super branleurs professionnels de l'époque qui sont devenus des vrais professionnels. Il y en a un paquet dans la salle là d'ailleurs. Ça fait plaisir de vous revoir. Et tout ça, c'est assez, c'est franchement impressionnant. Je trouve que cette implication, quand elle va jusqu'au bout, que ça devient un mode de vie, et comme tu l'as très justement dit, pas juste de l'alibi, mais il y a une vraie conviction, qui est une conviction intime, individuelle, et je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel dans la démarche et dans la vocation de l'architecte, c'est d'être d'abord au service, ou dans le service public, on va dire. Et que le fait d'avoir une pratique professionnelle qui est nourrie par des convictions, je pense que c'est franchement un des plus grands bonheurs qu'on peut souhaiter aux étudiants et à tous les parcours qu'on croise. Donc voilà, moi je suis très fier de ce travail qui se déploie partout et sous toutes ses formes et sur tous les territoires. Merci. Non, j'ai pas de questions parce que je pense que c'est aux jeunes qui sont là de poser des questions par rapport à ces pratiques. Moi, ce que je constate, c'est donc toujours sans poser de questions, c'est que malgré la réglementation, quand tu dis avoir un permis, etc., quand tu parles de coupe-feu, de double BA13, de budget, etc., c'est que c'est cette capacité de l'individu à faire les choses et à organiser les choses qui est essentielle. Et ça, c'est une qualité aussi de management quelque part qui se nourrit des convictions. Et finalement, la forme, etc., elle aboutit toujours. C'est magnifique ce jaune. Et le fait qu'il n'y avait que du jaune, c'est formidable. Et c'est ce qui fait le succès aussi de cette opération, lui donne une visibilité. Donc la question formelle fait partie d'un grand tout, qui est une démarche architecturale et qui, malgré les difficultés de faire par rapport à des réglementations qui sont devenues totalement délirantes et qui finalement négligent l'humain, il y a des volontés qui, organisées ensemble, arrivent à passer outre et à remplir la fonction vitale de l'architecture, qui est d'abord de loger les individus. Et ça, je trouve, c'est formidable. Voilà, donc c'est un constat et j'ai pas de questions. Pour
pour rebondir une demi-seconde là-dessus, ce qui m'a enthousiasmé sur ce dernier projet, c'est que il y a quand même une ouverture dans le champ politique. En fait, je pensais pas que c'était possible, et là, je me suis rendu compte que quand il y a une volonté politique, il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen de déroger, il y a moyen de porter, il y a moyen de ne pas avoir une maîtrise d'ouvrage qui te regarde de travers dès que tu proposes quelque chose. Et je pense que c'est même pas qu'une volonté politique, c'est une nécessité. Quand il y avait cet afflux de gens dans la ville, une nécessité de réagir, et qui permet à tout le monde de parler la même langue. Ok. Je vais aussi Moi, je poserai quelques questions. D'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et ça fait vraiment plaisir. Alors, moi, étant anthropologue, je vais vous poser plutôt une question un petit peu, disons, vers les sciences sociales. Je me demande une chose. Donc, quand vous mettez les pieds sur un site qui est très dense d'altérité, par exemple au Cameroun, ou bien sûr aussi dans un site des gens du voyage, je me demande comment vous pouvez vous prévenir un peu du risque de confondre ce qui pourrait être un souhait à vous, finalement, avec un véritable souhait des gens. C'est-à-dire, comment, finalement, vous avez parlé des diagnostics. Vous avez parlé des diagnostics, vous avez parlé de diagnostics sociaux, etc. Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas toujours suffisant et que c'est un vrai métier, c'est celui de comprendre l'altérité à travers une démarche, peut-être en s'appuyant à des chercheurs en sciences sociales. Et est-ce que vous l'avez fait parfois? Parce que bon, personnellement... Ouais. Même si le problème des chercheurs, c'est qu'ils ont tendance à trop chercher. Donc nous, on a envie de faire. Donc vous avez tout à fait raison. Il faut se mettre dans cette démarche de récolter de l'information, donc d'écouter et de prendre beaucoup de temps. Premier temps, tu as toujours un premier voyage, un deuxième voyage, des gens qui sont pas archis, que tu associes. Donc, je disais notamment à Saint-Denis, avec les romans bidonvilles, je fais intervenir des étudiants, la fac de Saint-Denis, des sociologues, des anthropos. Donc ça, c'était une nécessité. Après, notamment Marianne Erard, je me souviens, là, qui était une prof de sciences sociales. Elle fait un rapport qui est vachement bien, qui fait 50 pages, qui raconte ce qu'il faut. Sauf que, bon, le rapport, on en fait quoi après? Et du coup, je dirais que de vivre des moments sur site avec différents profils et différentes compétences, je crois que c'est là que c'était important. C'est pas le rapport, c'est pas est-ce que tu as synthétisé, etc. Mais c'est d'être un moment avec différentes compétences, en train de boire un café dans le bidonville, d'échanger, de passer des heures, et du coup le projet il émerge de cette manière. Donc, et il émerge pas dans ma tête, dans la tête de l'habitant, dans la tête du chercheur. Le truc, c'est d'arriver à trouver comme ça des moments où les choses arrivent ensemble parce que chacun met sa petite pierre à l'édifice et du coup, on arrive comme ça avec ces surprises à faire du projet. Donc oui, on fait le plus souvent possible appel à des chercheurs. Les archis avec qui je bosse tout le temps, qui sont au 6B, qui ont monté une agence qui s'appelle Arapa. Un des deux, il est docteur en sociologie. Donc j'ai envie de dire, on essaie toujours un peu d'avoir ça. Et eux, d'ailleurs, Arapa, dans leurs enquêtes sociologiques, font des enquêtes ultra poussées sur qu'est-ce que vous avez comme animaux, quelles sont vos croyances. On va sur ces sujets-là aussi quand on travaille. Pas forcément pour faire une croix au milieu du salon, hein, mais pour se rapprocher des autres et pour les impliquer dans le projet. Donc, moi, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est le temps. On essaie toujours de prendre beaucoup de temps au début, pas à dessiner, pas à décider, pas même à observer, juste à être là, à écouter et à partager. Bonsoir.
Moi, j'aurais une question sur le 6B parce que justement, c'est un projet qui est appelé à se pérenniser. Et en fait, en général, c'est vrai que les projets menés par des collectifs, c'est souvent des projets qui restent temporaires, soit parce qu'ils sont dans l'illégalité, soit parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité par la suite ou la volonté de poursuivre le projet. Et donc, je m'interrogeais si toi, tu connaissais d'autres exemples en fait, de ce type de projets qui justement ont duré plus longtemps, se sont pérennisés, ou si c'est vraiment quelque chose... que vous expérimentez maintenant et justement il y a la nécessité de trouver de nouveaux modèles pour ce type de projet. Oula, la question des références, c'est toujours compliqué. Mais bon, est-ce que je connais d'autres choses? Certainement. Mais je répondrai un peu à côté en disant que presque toutes les choses, tous ces équipements, tous ces lieux, ils étaient déjà quelque chose avant. Donc la question, c'est comment tu passes les caps quand tu grandis. Tous ces projets, ils sont vivants. T'es enfant, t'es adolescent. Là, nous, on essaie de sortir de l'adolescence. Sortir de l'adolescence, ça veut dire poser, se pérenniser, être crédible, ne plus prendre trop de risques. Et du coup, c'est un passage qui est difficile. Donc le risque, c'est ce qu'on appelle des fois l'institutionnalisation. On connaît plein de lieux qui étaient un squat d'artistes et après tu as une ville qui rachète le truc, je sais pas, la Maison des Métallos à Paris, le lieu unique à Nantes. Je me permets de le dire parce que Patrick était là hier. Je veux dire, si vous parlez avec les Nantais qui étaient occupants du lieu unique avant le lieu unique, ils vont vous dire, ils nous ont virés gentiment, Jean Blaise et Patrick et tout, pour faire une chouette salle culturelle. Même si aujourd'hui le lieu unique est super, je veux pas dire, mais et donc oui, il y a plein de lieux comme ça. Il y a quand même depuis 50 ans, beaucoup de lieux qui étaient des squats d'artistes, qui après sont devenus d'autres choses. Il y en a un peu dans toutes les villes donc je pense que tout l'enjeu c'est d'arriver à garder l'énergie, les valeurs, tout en quand même, ce que disait un peu Georges tout à l'heure, tout en conciliant quand même les enjeux. C'est ça aujourd'hui. Je veux dire, moi je suis pas au milieu des années 70 à militer, quoi. Je suis en 2016, c'est pas évident et on veut y arriver. Il n'est plus question de... on n'est pas dans l'utopie, quoi. Moi, je discute avec un promoteur. D'ailleurs, ils ont fait une pièce de théâtre sur l'histoire du 6B qui est assez caricaturale. T'as le méchant promoteur, t'as les artistes qui gentrifient la ville et qui vont se faire virer dans 5 ans, une fois que le promoteur aura plus besoin et que la ville aura plus la force d'eux. Donc, on n'espère pas être là-dedans. Voilà. Après, je pense que si tu vas à Brooklyn, il y a quand même aussi plein d'exemples comme ça. Tu vois, la brooklynisation. Donc, il y avait des lieux comme ça, même si je pense que notre force, notre chance, notre force, c'est l'échelle. On est très gros. On a un gros bâtiment. Et du coup, c'est un peu moins facile de passer à autre chose comme ça par un claquement de doigts. Bonsoir. J'ai 2 questions assez pragmatiques. D'abord, je voulais dire merci pour la conférence et pour tout le travail que vous avez fait, c'est très inspirant. Mes 2 questions sont, vous avez mentionné que pendant 8 ans, vous n'avez pas vécu de votre travail. Du coup, ma question, même si elle est un peu intime et personnelle, c'est comment vous avez survécu. Et la seconde, c'est aussi, notamment avec Exist, comment vous avez fait pour trouver vos premiers projets. Notamment, vous avez beaucoup travaillé à l'étranger. Comment vous avez trouvé les premiers contacts et des gens qui ont su vous faire confiance et vous lancer là-dedans. Quelles étaient vos démarches, vous, pour trouver des contacts? Alors, la première question, j'ai quand même fait pendant toutes ces années des petites missions de sous-traitance dans des agences d'archi. Tu bosses 1 mois, on te file 2-3 000 balles, voilà. Donc j'ai fait des choses comme ça, tu fais un concours. Et surtout, et je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais peut-être, surtout avec tous les potes, on faisait des images 3D. Et c'est un truc qu'on avait développé pendant nos études. Et on vendait ça 1500, 2000 euros l'image. Ça nous mettait 3 jours à la faire.
Donc on se mettait des 15 jours à faire des images et après pendant 2 mois on n'avait pas besoin de gagner de l'argent. Donc ça avec tous les potes d'Exist on a fonctionné comme ça jusqu'à faire des agences d'imagerie etc. pour certains d'entre nous. Moi il y a un moment où j'ai arrêté de façon volontaire pour me remettre à l'architecture. Voilà. Après pour m'obliger à gagner de l'argent sur les projets d'architecture que je faisais. Parce qu'il y a un moment où on peut dire que c'est de la concurrence déloyale. Je veux dire, bon, j'étais rarement en concurrence avec des gens qui pensaient gagner plein d'argent sur les projets, mais quand même, il y a un moment où vis-à-vis de ton client, etc., il faut qu'il te respecte, il faut qu'il te paye. Quand tu as 25 Roumains dans la grande misère, c'est pas tout à fait la même question que quand tu as une collectivité. Quand tu commences à avoir une collectivité ou quelque chose comme ça en face, je pense qu'il faut se battre pour être payé à sa juste valeur. Donc faire des images, faire des petites missions de sous-traitance et après petit à petit aussi, et même dans le collectif Exist, de temps en temps on se payait sur le travail ouvrier. C'est un peu con, hein, mais disons que quand tu coupes des planches pendant 3 semaines d'affilée, tu peux gagner 100 € par jour. Je veux dire, c'est comme la personne que tu vas embaucher à côté. Et au 6B, c'est pareil. Moi, j'ai jamais pris d'argent au 6B pour une autre raison qui est que c'est un projet qui doit être porté par ses résidents et pas porté par des salariés. Donc c'est pour faire preuve. Mais au 6B, quand je passe un mois à fabriquer quelque chose, je me paye comme les ouvriers qui sont sur le chantier. Donc le travail ouvrier, qui pour nous, était souvent important parce que la matière, le fer, qui du coup c'est facile, tu as construit quelque chose, on te donne de l'argent pour. Les images dans la 3D. Et après, donc voilà pour ces histoires d'argent. Après, sur trouver des projets existent, je sais pas comment on a fait. On nous appelait. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a jamais fait de concours. Voilà, c'est que on fait des trucs avec les tripes au maximum. On rencontre plein de gens. On est quand même bien réseauté. Hein. On était très vite 20, 25, 30 dans le collectif. Donc tout le monde connaît des gens. Et quand on sait que tu construis un immeuble à 18 000 €, il y a des gens qui t'appellent. Et donc c'était plutôt des gens dans les milieux, comme je disais, de l'art, des festivals, où le message se dit, hein, une fois que tu as fait une installation, les gens ont vu. Et donc il y a ça. Et après, il y a des anciens comme Patrick Bouchin qui nous appellent pour faire la Biennale de Venise en 2006. Et donc quand tu passes à la Biennale de Venise, après il y a encore un petit peu plus de gens qui t'appellent. Et après il y a un moment aussi, on va dire après 6-7 ans de pratique du collectif Exist, on s'est éparpillé sur le territoire. Et donc on a Alex qui est à Berlin, Nico qui est à Londres, on en a 3 qui sont à Montpellier, on en a un qui était à un moment à Barcelone, on est une base à Paris. Donc en gros aujourd'hui on est dans 6-7 zones et du coup ça redéclenche en plus des potentiels. C'est fini Julien les images hein, à ce prix-là. Aujourd'hui ils sont stagiaires pour 200 balles le mois, ils les font pendant tout le mois. Ça c'était à notre époque. Il doit y avoir d'autres tricks. Ouais. Une autre question. Voilà. Ah, attends, juste Jean-Marc, je te place à la jeunesse. Bonsoir. Donc, j'admire votre engagement et votre architecture qui répond à un problème social et son urgence. Mais est-ce que du coup, vous aimez construire dans l'éphémère toujours, ou est-ce que ça vous frustre de peut-être pas pouvoir toujours laisser de traces ou forcément aller des fois dans l'esthétique, parce qu'on a vu que vous avez été obligé de des fois répondre rapidement à des normes et du coup pas pouvoir placer de fenêtres pour répondre à la norme incendie par exemple. Donc voilà, est-ce que l'architecture éphémère vous plaît ou plutôt vous frustre? Alors moi, de toute façon, j'ai toujours eu du mal à comprendre la différence entre quelque chose d'éphémère et quelque chose de pérenne. Je ne sais pas combien d'années on vrille dans le bon côté. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne construit pas comme il y a 100 ans. Je veux dire, on construit quand même des choses qui, bien souvent, durent moins longtemps. Enfin, ça dépend des
voilà, des secteurs, mais je veux dire, l'obsolescence programmée, tout ça, hein, dans l'architecture aujourd'hui, tu construis un immeuble, tu sais pas ce qu'il va donner dans 30 ans ou dans 40 ans. On va dire 30, tu arrives à savoir. 60 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si c'est 6 mois, bon, déjà, moi, comment dire donc, je trouve que c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est pérenne et qu'est-ce qui est éphémère, première chose. Deuxième chose, je considère que la ville est vivante. Un organisme vivant, il est vivant un temps, voilà, ça peut changer. La ville, elle évolue, les choses, elles bougent. Moi, je suis tout à fait pour que les projets bougent. Après, c'est une question d'économie, d'énergie, de matériaux. Je veux dire, bouger tous les 2 ans, ça va nous prendre trop d'énergie, mais je vois pas pourquoi on resterait 50 ans au même endroit. Tu vois. Donc, moi, je pense que déjà, c'est pas un moins, c'est pas quelque chose de moins bien. Un nomade, quand je travaillais avec les gens du voyage, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Et d'ailleurs, les seuls à pouvoir vivre la mobilité, c'est ceux qui sont riches. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent pas payer l'essence et la voiture qui tracte la caravane. Donc l'éphémère, le mobile, moi je pense que c'est une façon de faire. C'est pas moins ou plus. Et après, voilà, il y a des limites dans tout. Hein. Moi, je pense que voilà, il n'y a pas. J'arrive pas à dire qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qui est pérenne. En plus, le projet. Prenons l'exemple du 6B. Le 6B, on signe un bail de 23 mois. Moi, je m'engage dans ce truc un peu dingue alors que j'essaie de lancer mon truc d'archi. Mais je me dis, bon, allez, c'est une façon de faire de l'archi. Je signe pour 23 mois. Je me dis, j'espère que ça va pas durer 10 ans. Là, ça fait 8 ans que j'y suis. Quelque part, si ça avait été éphémère, j'aurais été content, tu vois. C'est-à-dire, si ça a été un projet de 3 ans et qu'ensuite ça avait bougé, on serait allé dans un autre site, il y aurait dû y avoir d'autres énergies, etc. Je veux dire, un progrès, on s'épuise, on se fatigue. Du coup, un projet, des fois, qui dure 3 ans, 4 ans, c'est super. Et autant qu'il bouge et qu'il se réinvente. Bon, alors maintenant, le problème, c'est qu'un projet, quand il est quelque part, tout le monde a envie qu'il reste. Donc parce que tu as de l'ancrage territorial, etc. Que les projets sont identifiés à des lieux. Et du coup, à un moment, on dit, bah non, c'est vachement bien, il faut que ça reste, il faut que ça nourrisse, il faut que ça continue. Et donc, tu te bats pour que ça continue. Voilà, tu vois, donc au début, ça aurait dû être éphémère. C'est en train de se pérenniser. Si ça avait été éphémère, tous les résidents du début seraient plus contents, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire des consensus pour affronter le lendemain. La non-institutionnalisation qu'on disait tout à l'heure, mais qui provoque des changements. Aujourd'hui, on a des voisins, il y a des immeubles de logement qui ont été construits à côté. Donc si on voulait continuer à faire de la musique 8 bits pendant 24 heures, il faut faire 5 km, tu vois. Et du coup, voilà, moi je trouve que le projet du 6B, il aurait été aussi beau si on était à notre 3e endroit. On serait un peu plus alternatif. Enfin, alter de la façon punk, un peu classique. Et le fait de rester, c'est dur, c'est plus dur. Oui. J'avais une question sur ton dernier projet dans l'urgence. Tu as quand même parlé de sommes d'investissement public, hein, 6 ou 7 ou 8 millions. Pour de l'éphémère, c'est quand même un peu bizarre, puisqu'il y a une demande de relogement, enfin de besoin de logement. Là, comment je comprends pas trop le modèle économique, quoi, de cet investissement public que tu arrives, toi, par l'énergie et ton réseau et tout, à réaliser en 2 mois pour répondre à l'urgence, et que tu annonces que dans 2 ans, tout ça, ça va disparaître. Alors, c'est quoi le système? C'est les nuitées cet argent qu'en général la préfecture paye sous forme de nuitées dans des chambres d'hôtel, qui est investi là, et c'est ça le modèle économique ou pas? Toi, c'est une précision que j'aimerais un peu connaître. Merci. Donc, j'ai pas été très clair. Non, oui. Non, mais c'est. Donc, oui, c'est payé par, comme le 115 et l'hôtel, 16 € par nuit. Sauf que le 115, en gros, c'est 16 €. Donc là-dessus, c'est un autre projet que je vous invite à faire si vous y arrivez. C'est de construire des trucs pour héberger des gens du 115 avec un modèle à 16 € par nuit. Je crois qu'on y arrive. Voilà, il faut juste un peu plus qu'1 an et demi pour l'amortir. Là, sur ce projet, ils ont réussi à négocier 40 € par nuit. Bon, ils sont forts, hein, Emmaüs. Non. Par contre, dans 18 mois, il n'est pas question de mettre le truc à la poubelle. On démonte et on le remonte ailleurs. Moi, j'ai prévu de le bouger et le remonter 4 ou 5 fois.
Enfin, on a prévu des techniques qui nous permettent de le bouger 4 ou 5 fois. Après, bouger demande de l'énergie, demande un peu d'argent. Les chiffres, c'est 5,5 millions que j'ai annoncé. C'est un peu moins de 1 000 euros du mètre carré, voilà, que ça nous a coûté. Si on fait des calculs à 40 euros par nuit fois 400, en 1 an et demi, 2 ans, ils ont amorti. Voilà. Donc ils prennent pas trop de risques. Par contre, c'est un projet qui, j'ai envie de dire au pif là aujourd'hui, je pense que c'est un projet qui va durer entre 10 et 15 ans. Et du coup, on sera bon. Par contre, pour être tout à fait honnête, on a demandé à faire un bilan gaz à effet de serre là, sur l'opération, en se disant bon, est-ce qu'on est plus, est-ce qu'on est moins bien? Et en fait, si on bouge tous les 6 mois, on n'est pas bon. Par contre, si on bouge 3 fois, au bout de 15 ans, on est meilleur qu'un bâtiment dit classique qui est posé à un endroit. Donc voilà, il y a un peu toutes ces variables qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas évident. Hein, moi. Donc là, c'est pas éphémère, c'est un projet mobile, c'est un projet qui se monte et qui se remonte ailleurs. Juste en profiter, je ne vais pas remplacer le conférencier, mais pour répondre à la question des références, ici, plus proche de nous, il y a les Vercs à Fribourg, qui, il y a plus de 20 ans, 25 ans, qui s'est embourgeoisé, mais qui au départ était un projet alternatif sur une ancienne centrale électrique et qui était squatté, quoi. Donc les gens l'ont occupé contre la ville, qui devait les virer aussi également rapidement, et puis qui est devenu un peu le 6B, enfin, vous le connaissez, je pense. Tu parlais aussi des rapports avec les promoteurs, et là, il y a le Wartekhof à Bâle qui est un peu dans cet esprit aussi. Il y a plus que, mais ça sert aussi gentrifié, quoi. Enfin, les squats d'origine sont sans doute plus ceux du début, mais il reste encore quelques ateliers d'artistes, enfin de graphistes, de production, mais là aussi qui se sont totalement embourgeoisés, puisque aujourd'hui les promoteurs ont construit ce qu'il fallait autour. Mais c'est quand même un reste de ce que tu décrivais, de possible, hein, à travers des fondations suisses qu'on n'a pas forcément chez nous en France. C'est encore un peu spécifique, puisque les fondations investissent dans le foncier et peuvent le mettre en location à des prix parfois intéressants, comme ton bailleur, quoi. Je pense que si tu l'avais pas rencontré, ça aurait pas pu se faire, et ça c'est intéressant. Ouais, ce qui était important, c'est qu'on se comprenne et qu'on se fasse confiance avec le bailleur, avec la ville. Et après, vous avez tout à fait raison, ou même aux Pays-Bas, hein, avec toute leur logique de valoriser les occupations temporaires, etc., ça permet beaucoup de projets. Ce serait dommage de louper une question de Xavier, vu qu'on a la chance de l'avoir parmi nous. Merci. Alors déjà, merci pour cette conférence et pour cette démonstration. Je suis assez sensible forcément à ce que tu présentes, surtout le dernier projet. Je trouve que tu as montré ce que c'est que l'urgence, et qu'effectivement, quand il y a la volonté politique et que tout le monde est dans la même dynamique, on peut faire des choses assez exceptionnelles. Ma question, elle est, est-ce que depuis, tu as eu des coups de fil d'autres mairies? Parce que moi, j'ai vu ce projet avant qu'il se fasse, pour des raisons que je ne présenterai pas ici. Et moi, en tant que citoyen, j'étais fier qu'un maire en France dise « on fait quelque chose ». Quand je suis revenu, j'étais super fier parce que c'était un architecte qui avait fait ça. C'est-à-dire qu'on a démontré que sur des thématiques aussi puissantes, aussi pertinentes et aussi intéressantes, et pour maintenant et le futur, montrer que qu'il y a un geste d'architecture, que c'est pas moche, que c'est beau, que ça a une vision. Je pense que c'est là le rôle de l'architecte aussi. Ma question, elle est, est-ce que d'autres villes t'ont appelé depuis ? Est-ce que tu bosses sur d'autres projets, à Strasbourg, à d'autres ? Parce que dans la dynamique actuelle, quand finalement la politique est un peu piégée par une dynamique sociétale, est-ce que ce geste politique et ce geste architectural a poussé d'autres leaders politiques ou d'autres maires à s'engager à leur niveau ? Non. Je pense que la raison, elle est politique. On a les élections présidentielles qui arrivent, etc. Donc les villes de France, elles sont pas à fond là en ce moment. Les élus super enthousiastes qui sont passés par là, c'était des Allemands et des Espagnols. Après, tout le monde vient, dit c'est super, mais il n'y a pas encore de... Ouais, il y a un peu de peur quand même. Anne Hidalgo, elle a eu un peu du courage quand même pour oser ça
et effectivement le rendre geste fort, quoi. Non, il n'y en a pas encore eu. Moi, si on m'appelle, je serai ravi. Si on appelle une autre équipe, je serais peut-être encore plus ravi. D'autant plus si cette équipe m'appelle et me dit tiens, vas-y, bossons un peu ensemble et regarde, voilà. Moi, j'ai pas envie d'être catalogué. J'ai envie de continuer à faire des choses différentes. Après, si on m'appelle, c'est quand même dans ma pratique, c'est quand même, on va dire, une des pistes qui m'excite le plus. Mais voilà, je cherche pas du tout à avoir un monopole là-dessus, et je serais plutôt ravi. Enfin, c'est un peu ce qu'on a vécu avec Exist, où on a tous ces collectifs qui montent, qui viennent nous voir, qui s'agrègent, et ça, c'est une sorte de plaisir aussi de se dire bon, bah ok, c'est bon, cette dynamique, elle est un peu lancée. Et moi, l'intérêt que j'avais dans ce projet, c'était effectivement d'essayer de faire preuve, juste de mettre le pied dans la porte. Et d'ailleurs, avant de faire ce projet, j'ai appelé tous mes potes de la Fondation Abbé Pierre, du DAL, de machin. Bon, vous en pensez quoi, là? Tu vois, est-ce que si je vais là-dedans, je me grille avec la planète entière? Ou est-ce que... En fait, en gros, ils n'étaient pas pour, toutes les assos au début, en disant, bah, nous, ça fait 15 ans qu'on demande à la ville de Paris d'abriter des gens. Ils sont pas foutus de le faire. Et là, c'est un peu le sujet à la mode et tout. Mais si tu le fais, c'est quand même cool. Donc bon, voilà, donc j'ai pris ça comme ça. Je me suis dit bon, je reste concentré. Je suis architecte, je suis pas politique. On me donne cette occasion de faire. D'ailleurs, je me suis embrouillé avec une ou deux personnes qui considéraient qu'il fallait pas faire ça. Bon. Voilà, donc non, c'est un vrai jeu, un vrai enjeu. Et après, il y a un autre truc, vu qu'on est sur ces questions, j'en profite. J'avais pas encore dit. Il y a un truc qui était presque gênant, c'est toute la presse que ça a généré. Voilà, moi je suis appelé tout le temps, voilà, ils veulent me faire passer à la télé, le truc, à un moment je dis c'est bon, j'ai autre chose à faire, et il faut que je travaille, et, tu vois, et du coup ça c'était un peu bizarre, et en même temps je me disais faut le faire pour raconter l'histoire, et pour que, c'est ce que je répondais à toutes les assos au début, je disais ben on met le pied dans la porte, et 1 an après, 2 ans après, si on peut le faire pour des Roumains, ou pour des SDF ou quoi, c'est tant mieux. Moi, j'ai une question sur le même projet. En fait, tu disais tout à l'heure qu'il faut prendre du temps avec les gens qui vont, enfin les usagers, les futurs usagers des lieux sur lesquels tu travailles. Là, ça a été un projet qui a été vraiment fait dans l'urgence. Comment tu as pallié à cette urgence-là, en fait, par rapport à la réflexion de comment les gens allaient habiter ce lieu ? Alors, je répondrai un peu à côté. Avec les potes du collectif Exist, on avait fait... de l'hébergement sur un festival à Roubaix, il y a longtemps, hein, en 2004 je crois. C'était un festival de jeunes étudiants en archi. On avait fait un truc vachement bien, c'est qu'on avait tramé le sol et on avait fait des kits. En fait, sur chaque trame de sol, tu avais un kit d'échafaudage, de machin et de bidule, un mode d'emploi, et les gens ils venaient, ils construisaient leur truc. J'aurais bien aimé faire ça. Le problème, c'est que les gens, je l'ai pas dit, mais les gens, ils sont de passage. On est un dispositif de premier accueil. En gros, les gens, quand ils débarquent à Paris, ils viennent là pendant quelques jours, le temps de se reposer, et après, ils sont redispatchés dans des centres d'hébergement d'urgence ou d'accueil et d'orientation. Et du coup, c'est un endroit où les gens restent pas longtemps. Donc, c'était un peu compliqué. Et vu le fait d'aller très vite, etc., donc je ne veux pas dire que c'est quelque chose que je regrette, parce que du coup l'exercice était un peu différent. Mais si j'avais un autre projet à faire, j'essaierais de les impliquer. J'essaierais de les impliquer, d'en le construire. Après, bon, moi j'ai quand même maintenant un peu d'expérience sur ce type de choses, donc je veux pas dire que je sais faire, mais je veux dire, j'ai dû essayer de ressortir tout ce que j'avais pu emmagasiner pendant ces années pour faire du projet. Et on peut aussi oser ça à un moment, hein. On n'est pas obligé toujours de co-construire avec tout le monde. Il y a des moments où il faut oser. Ça, c'est aussi quelque chose que on a pratiqué avec les potes du collectif Exist et que j'ai découvert à travers le monde de l'art plastique à la fin de mes études, notamment avec un enseignant qui s'appelle Xavier Juillot, où il faut oser faire. À un moment, être architecte, c'est
c'est oser construire un truc, un objet dans la ville, oser mettre son corps. Donc moi, c'était passé par des exercices, genre on faisait des fumigènes dans des abris de bus, des choses comme ça, où tu vas interagir, où tu vas mettre ton corps dans l'espace urbain, où tu vas produire quelque chose et où tu vas oser faire une forme. Pourquoi je dis ça, je sais plus. Ben, s'il n'y a plus de questions, il reste encore à te remercier, Julien. Merci pour Merci à vous. montrer ton travail.